Bonjour, salut, c'est Nico sur Road Story Histoire d'Auto et aujourd'hui, je vais vous parler du Paris-Dakar 1982 et plus exactement des mésaventures du fils de Margaret Thatcher qui était alors l'indéboulonnable première ministre du Royaume-Uni. Le Dakar a toujours été considéré comme la course la plus dure au monde. En 1982, il fallait y ajouter absence de GPS, équipe de secours très limitée et une organisation, disons, artisanale. Alors imaginez le résultat quand un fils à maman, pas bien fin, totalement inexpérimenté et sans aucune préparation, se lance dans l'aventure. Cela ne peut que mal se passer. Retour sur un des événements qui ont fait la légende du Dakar, le jour où le fils Thatcher s'est perdu dans le désert. Pour le peuple anglais, l'année 82 a été marquée par deux grands feuilletons impliquant l'honneur national. La guerre des Malouines et l'affaire du fils Thatcher au Dakar. Dans les deux cas, cela impliquait l'indéboulonnable dame de fer, Margaret Thatcher. Pour les plus jeunes, à l'époque, le Royaume-Uni a à sa tête une première ministre. Non seulement celle-ci est aimable comme un contrôleur SNCF sur la ligne Paris-Cherbourg, mais en plus elle a l'habitude de ne rien lâcher. Les mineurs font grève depuis des mois, qu'ils crèvent. Les Argentins tentent de récupérer une île perdue dans l'océan Atlantique Sud. On attaque l'Argentine, on leur met une branlée. C'était ça, Margaret Thatcher. Thatcher est intraitable, ce qui lui vaudra le surnom de Dame de Fer et une anecdote croustillante. Nous sommes en février 88, après un vif échange entre Jacques Chirac et Margaret Thatcher sur le remboursement d'une partie de la contribution du Royaume-Uni au budget de l'Union européenne. Jacques Chirac, alors Premier ministre français, pensant son micro éteint, lancera cette magnifique réplique qui résonnera dans tout le Parlement européen de Bruxelles. Mais qu'est-ce qu'elle veut de plus, cette mégère? Mes couilles sur un plateau? Autant vous dire que la mère Thatcher n'était pas facile et n'était pas du genre à s'émouvoir. Pourtant, une histoire touchant son fils va faire vaciller cette vieille mégère. Margaret Thatcher, Premier ministre du Royaume-Uni, a donc deux enfants, dont un fils, son enfant préféré, elle le dit elle-même. On peut se demander ce qui anime une mère qui annonce clairement et publiquement préférer un de ses deux enfants, mais là n'est pas le sujet. D'un côté, nous avons donc la fille, Carole, journaliste, écrivaine, brillante, respectée, qui mène une existence millimétrée, sans faire de vagues. De l'autre, le fils Marc, de la vie générale à un branleur doué d'aucun talent, qui cumule les échecs, les magouilles et utilise volontiers son nom pour tremper dans tous les trafics d'influence qu'on lui propose. On le dit volontiers amoral, corrompu, ingérable. Carole, elle, souffre de l'intransigeance de sa mère, tandis que Marc est gâté, protégé et couvé par sa maman. Marc s'ennuie vite et se trouve donc des passions. C'est comme ça que les fils de riches deviennent pilotes. C'est ainsi qu'on verra le fils Thatcher se lancer dans une carrière de pilote. Son palmarès tient en une ligne. Il a participé par deux fois aux 24 heures du Mans en 1980 et 1981. Un des sponsors de l'équipe, au détour d'une conversation, lui demande s'il serait intéressé par une participation au Paris-Dakar. Le sponsor engage en effet 3 Peugeot 504 au prochain Dakar et compte sur le coup de pub pour boucler le budget. Mark Thatcher racontera plus tard: « J'ai dû dire oui, comme ça, sans trop réfléchir, je n'avais qu'une vague idée de ce qu'était le Paris-Dakar. Ensuite, j'ai complètement oublié cette histoire jusqu'au jour où ce fameux gars m'a rappelé, 1 an et demi plus tard, en me demandant si je pouvais venir le mardi suivant pour le lancement presse du Dakar. J'ai pas trop réfléchi, je me suis dit que les gens avaient l'opportunité de faire ça, que peu de gens avaient l'opportunité de faire ça. Traverser le désert du Sahara était alors une expérience réjouissante. À l'époque, il ne s'agissait que de la 3e édition du Dakar, tout était encore à découvrir. C'est ainsi que le fils Thatcher se retrouve sur la piste et sur la liste des engagés du Dakar 1982 avec Anne-Charlotte Vernet comme pilote, Jackie Garnier comme mécano, Mark Thatcher assurant lui la navigation. Petit détail qui aura son importance pour la suite. Sur la ligne de départ, Thatcher fils déclare, plein d'arrogance: « J'ai fait le Mans, le Dakar, c'est une formalité pour moi. »
La suite, vous la voyez venir évidemment. Le fils dilettante va s'astreindre à une préparation limitée. Il le dit lui-même. Je n'ai absolument aucune préparation, rien. J'ai fait une demi-journée de test et le lendemain, nous sortions de la place de la Concorde à Paris. Voilà notre navigateur qui part sans savoir lire une carte dans une Peugeot 504 break, pas franchement taillée pour franchir des dunes ou passer des bosses. Les premiers jours sont un enfer. La chaleur est insoutenable en journée, les nuits trop courtes et glacées. Dans ce Dakar des débuts, les équipages sont livrés à eux-mêmes. Marc confiera plus tard, au bout de 2 jours, je me suis dit que tout cela allait très certainement mal tourner. Dans ces conditions, le seul objectif du modeste équipage était éventuellement de terminer la course. Le 9 janvier, sur le tronçon entre Tamanrasset et Timiaouine, l'équipage roule en convoi entouré d'autres concurrents. Aucune raison de penser que la journée va mal se terminer, jusqu'au moment où la voiture heurte une grosse pierre. L'essieu arrière est arraché, c'est l'abandon. Les autres concurrents qui suivaient la 504 prennent donc les coordonnées de l'endroit pour les communiquer à l'organisation, laquelle viendra les chercher en leur envoyant dans la nuit un camion balai, se dit l'équipage. Mais une erreur va sérieusement compliquer les choses. À l'arrivée de l'étape, ces connards ont dit à l'organisateur que nous étions à 25 km à l'ouest, raconte Mark Thatcher un peu plus tard. Mais nous étions à 25 km à l'est. La vérité, d'après certains témoins, est plus simple. Au moment où ils cassent la voiture, l'équipage était déjà paumé, se contentant de suivre machinalement les autres voitures, elles-mêmes bien loin de la trace idéale, et de toute façon ignorant totalement où elles se trouvaient. Premier problème, l'équipage ne dispose pas de grand-chose dans la voiture. Chaque soir, un camion-citerne est présent en bivouac, mais pour une raison quelconque, la veille, Mark Thatcher oublie de faire le plein d'eau. Les trois équipiers de la Peugeot 504 disposent donc en tout et pour tout de 5 litres d'eau et de quelques doses de café et de repas lyophilisés. Marc raconte « Nous n'avions aucune idée du temps que ça prendrait. Au petit matin, quand j'ai vu qu'ils n'étaient pas venus nous chercher, on a commencé à se dire que ça pourrait durer longtemps. J'imaginais 15 jours. » L'équipage sait qu'il reste encore toute l'eau du radiateur. Il démonte également les pneus de la voiture afin de les brûler en cas de besoin, pour faire un feu ou attirer l'attention. Évidemment, pendant ce temps, l'organisation commence à se dire que l'histoire sent mauvais. Le fils de Margaret Thatcher est introuvable, il faut se rendre à l'évidence, personne n'est capable de dire où il faut chercher. Rapidement, la première ministre britannique est informée que son fils manque à l'appel. Les jours passent et Mark ne donne aucun signe de vie. Margaret Thatcher est effondrée et décidée à utiliser les grands moyens pour retrouver son fiston préféré. Elle commence par appeler François Mitterrand qui affrète 3 avions militaires pour partir à la recherche de l'équipage. Le 12 janvier, 3 jours après la disparition du fils prodige, le ministre des Affaires étrangères, Lord Carrington, écrit « Madame la Première ministre est désormais des plus inquiètes. Elle estime n'avoir eu aucune information fiable depuis 3 jours. » Du côté de l'organisation et donc de Thierry Sabine, pas de commentaires, sinon que cette disparition commence à se montrer un peu fâcheuse. On mobilise les autorités algériennes pour multiplier les recherches aériennes et terrestres. Margaret Thatcher reçoit des messages de soutien du monde entier et même un appel du président des États-Unis, Ronald Reagan. Tout cela accentue évidemment la pression sur le rallye. Il faut sauver le soldat Thatcher. La flotte algérienne composée de 4 avions et d'un hélico rejoint donc les avions de Mitterrand. Le père de Mark Thatcher se rend en Algérie pour mettre un coup de pression aux Algériens. Les journalistes anglais affluent sur place, en nombre. L'affaire devient une véritable affaire d'État. Pendant ce temps, l'équipage de la Peugeot 504 n'a aucune idée de tout ce drame. Anne-Charlotte Vernet, Mark Thatcher et leurs mécanos attendent au milieu du désert, pas loin d'une mine, qu'on vienne les chercher, tout simplement. Anne-Charlotte Vernet racontera plus tard dans le Maine Libre, à l'époque, il n'y avait ni portable ni GPS. Au bout de 3 jours, nous n'avions plus d'eau, sauf celle du réservoir, du radiateur en haut. Et Marc qui répétait « Maman va nous envoyer un satellite !» Et oui,
On va pas se mentir, Mark Thatcher n'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Finalement, dit-elle, ce sont les Algériens qui nous ont retrouvés. Effectivement, une fois que les Algériens se mettent sérieusement à chercher, ils trouvent. Les militaires du pays connaissent le terrain comme leur poche et au moment où ils accueillent le père Thatcher, le discours est clair. Ne vous inquiétez pas, nous l'aurons retrouvé d'ici demain matin. Effectivement, après 6 jours, les militaires mettent leur quadrillage en place. Un avion passe au-dessus des têtes de l'équipage de la 504. Le fils Thatcher, repérant l'avion, tire une fusée de détresse et 5 minutes après, 2 Land Rover viennent enfin à leur rencontre. Le père retrouve le fils à l'aéroport. Anne-Charlotte raconte. Pour la première et la dernière fois de ma vie, j'ai vu un garçon de 35 ans prendre un aller-retour vigoureux par son père. Une belle paire de claques. La belle histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur la presse britannique. Après avoir été secourus, Thatcher, fils et Madame Vernet prennent une pause bien méritée dans un bel hôtel pour se remettre de leurs émotions. L'alcool coule à flot. Alors je précise, oui, ils reviennent aussi dans le jet privé quand même du président algérien. L'alcool coule à flot pendant plusieurs jours avec à la clé une très lourde facture. Évidemment, personne n'a d'argent et rapidement la police locale intervient. Le ministère des Affaires étrangères anglais est contacté et on prie Madame Thatcher de bien vouloir régler la note. Évidemment, ce nouvel incident fait tache et sera relaté assez rapidement dans la presse. Les journalistes en profitent alors pour creuser et tenter de comprendre qui a payé les recherches dans le désert avec tous ces avions militaires. Puisque effectivement, en plus, le gouvernement anglais a envoyé lui-même ses propres militaires sur place en Algérie. Le gouvernement répond quelques jours après que les 2000 livres du sauvetage avaient été réglés par Madame Thatcher elle-même. Évidemment, on ne fait pas voler des avions pendant des jours avec une si petite somme, 2000 livres. Il est certain que ces 2000 livres ne couvraient même pas les frais des militaires anglais envoyés sur place. Au final, cette histoire coûtera cher à tout le monde et ne servira pas les intérêts de la moment. Une situation résumée par une anecdote. En 1987, alors que le Parti conservateur est en pleine campagne électorale pour les élections générales, Mark Thatcher demande à Bernard Ingham, l'attaché de presse de sa mère, qui s'occupe de la campagne, ce qu'il peut faire pour aider celle-ci à gagner les élections. Ingham lui répondra « Quitte le pays ». Finalement, Mark Thatcher suivra ce conseil. Après de multiples histoires opaques, on le retrouve en 2005 en Afrique du Sud, où il est condamné à 4 ans de prison, avec sursis et une amende, pour une tentative de coup d'État en Guinée équatoriale. Voilà, c'était l'histoire du fils Thatcher au Dakar. Vous pouvez retrouver les photos et l'article sur le site road-story.com et sur histo-auto.com. À bientôt et merci de nous lire.